Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on met le cap sur la Méditerranée médiévale. Alors attention, on oublie l'image d'une simple mer, d'une simple frontière. Il faut plutôt imaginer un immense carrefour, un espace absolument bouillonnant où trois grandes civilisations vont se rencontrer, s'affronter et surtout s'influencer mutuellement. Regardez bien cette image. Elle est fascinante, non? On est en Espagne au XIIIe siècle. À première vue, c'est une scène paisible, un chrétien, un musulman, une partie d'échecs. Mais ce qui est incroyable, c'est que le jeu lui-même raconte toute l'histoire. Les échecs, ça vient d'Orient, ça arrive en Europe via le monde arabo-musulman. C'est donc le symbole parfait d'un échange culturel, d'un partage intellectuel, tout ça sur un fond de rivalité et de stratégie. C'est tout le paradoxe de l'époque, résumé en une seule image. Du coup, cette image, elle nous amène à la grande question qui va nous guider. Comment est-ce que cette Méditerranée a pu être, en même temps, un champ de bataille sanglant, on pense tout de suite aux croisades, et un marché hyper dynamique, un lieu d'échange culturel incroyablement riche. C'est cette tension, ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va planter le décor. Qui sont les grands acteurs en présence? Ensuite, on plonge dans le vif du sujet. La guerre, les conflits. Troisième temps, on bascule de l'autre côté pour voir que les échanges, eux, n'ont jamais vraiment cessé. Après, on fera une escale passionnante à Palerme, en Sicile, pour voir comment tout ça se mélange concrètement. Et on terminera en se demandant, qu'est-ce qui rêve de tout ça? Allez, c'est parti. Commençons par dresser le portrait robot des trois grandes puissances qui se partagent la scène méditerranéenne. Cette carte nous montre bien la configuration de départ. On distingue clairement trois grands blocs autour de la mer. Au nord et à l'ouest, c'est ce qu'on appelle l'Occident chrétien latin, qui est en fait morcelé en plein de royaumes. À l'est, l'Empire byzantin, l'héritier direct de l'Empire romain, avec sa capitale Constantinople. Et puis tout au sud et à l'est, s'étend le monde musulman, lui aussi divisé en plusieurs pouvoirs. Et là, il faut bien avoir ces différences de structure en tête, elles sont fondamentales. D'un côté, l'Occident latin, c'est un puzzle politique, mais il y a un ciment religieux très fort, le catholicisme, avec le pape à sa tête. À l'inverse, l'Empire byzantin est super centralisé, l'empereur est le boss politique et religieux. Enfin, le monde musulman, lui, est divisé sur les deux tableaux, politiquement et religieusement, notamment avec la grande séparation entre sunnites et chiites. Vous imaginez bien que ces trois mondes organisés si différemment ne vont pas interagir de la même manière. Passons maintenant au premier volet de notre paradoxe. Oui, la Méditerranée a d'abord été une mer de conflits. Ces conflits se jouent principalement sur deux grands fronts. À l'ouest, dans la péninsule ibérique, c'est la Reconquista, cette très longue reconquête menée par les royaumes chrétiens. Et à l'est, en Terre Sainte, ce sont bien sûr les croisades qui vont donner naissance aux États latins d'Orient. Ce sont vraiment les deux points chauds où, pendant des siècles, chrétiens et musulmans vont s'affronter pour le contrôle des territoires. Cette frise chronologique nous donne quelques repères essentiels. Tout commence en 1095 avec l'appel du pape Urbain II. Le point culminant, c'est la prise de Jérusalem en 1099. Mais regardez bien la date de 1204. La quatrième croisade, qui était censée aller en Terre Sainte, est détournée par les intérêts commerciaux des Vénitiens et finit par piller Constantinople, une capitale chrétienne attaquée par des croisés chrétiens. Cet événement, à lui seul, nous prouve que la réalité est bien plus compliquée qu'une simple guerre de religion. Et c'est là le point crucial à retenir. Le discours de la guerre sainte, qu'on parle de djihad ou de croisade, masquait très souvent des motivations beaucoup plus terre à terre. La recherche de nouvelles terres pour les seigneurs, la volonté de contrôler les routes du commerce pour les marchands, ou tout simplement l'appât du gain, eh bien tout ça, ça a été des moteurs au moins aussi puissants que la foi. Et pourtant, cette même mer qui transportait des soldats était en même temps une formidable autoroute pour le commerce, pour les savoirs, pour les idées. C'est l'autre face de notre paradoxe. La carte parle d'elle-même, la densité des réseaux commerciaux est impressionnante. Des villes italiennes comme Venise ou Gênes deviennent les reines du commerce en Méditerranée. Elles importent d'Orient des produits de luxe, les épices, la soie, et elles exportent des matières premières. La Méditerranée est alors le cœur battant de ce que certains appellent une première mondialisation. Mais attention, ce qui circule, ce n'est pas que de la marchandise. Ces contacts permettent un transfert absolument massif de technologie et de connaissances. L'Europe redécouvre par exemple la philosophie d'Aristote grâce aux traductions arabes. Elle adopte les chiffres qu'on appelle arabes, des instruments de navigation comme l'astrolabe. Ces échanges sont fondamentaux. Ils vont nourrir en profondeur le renouveau intellectuel européen et poser les bases de la future Renaissance. Bon, pour voir comment conflit et coexistence pouvaient s'articuler dans la vraie vie, on va faire un zoom sur un cas d'étude exceptionnel, la ville de Palerme en Sicile au XIIe siècle. Lisez bien cette citation. C'est une source primaire qui bouscule un peu toutes nos idées reçues. C'est le témoignage d'Ibn Jober, un voyageur musulman qui visite la Sicile, alors gouvernée par des rois chrétiens normands. Et il est stupéfait de voir à quel point les cultures se sont mélangées. Ce qu'il décrit, c'est une preuve directe de ce qu'on appelle le syncrétisme culturel. Le mélange, la fusion de plusieurs cultures pourront créer une nouvelle, totalement unique.
Alors là, attention, petite pause méthodologique, parce que face à un document comme ça, il y a une méthode précise à appliquer, et c'est exactement ce qu'on attend de vous au Lycia. 4 étapes simples. 1. On présente. Qui parle, quand, c'est quoi comme document. 2. On contextualise. On est où? À quelle époque? Ici, la Sicile qui vient d'être conquise par les Normands. 3. On analyse. Qu'est-ce que le texte nous dit? Un métissage culturel assez fou. Et l'étape la plus importante, la 4e, on critique. Quel est le point de vue de l'auteur? C'est un voyageur musulman, il est surpris, peut-être même admiratif de cette tolérance. Voilà ce que c'est une analyse critique. Et ce mélange culturel, ce n'est pas juste une impression de voyageur, c'est gravé dans la pierre. Regardez cette église à Palerme. On a une structure de base massive, typiquement normande. Elle est surmontée de ces coupoles rouges qui sont caractéristiques de l'architecture arabe. Et à l'intérieur, on pourrait trouver des mosaïques d'inspiration byzantine. C'est la preuve visuelle que ces cultures ne faisaient pas que coexister, elles créaient ensemble des choses absolument uniques. On arrive à notre dernière partie. Finalement, que reste-t-il de cette période si complexe? Quels sont ses héritages sur le long terme? Pour résumer cet héritage contrasté, les historiens utilisent souvent deux concepts qui s'opposent. D'un côté, la conviviencia. C'est un mot espagnol qu'on peut traduire par le vivre ensemble et qui désigne ces périodes et ces lieux de coexistence relativement pacifiques et des charges intenses. Mais de l'autre côté, on a le mouvement inverse, un durcissement des identités, une montée de l'intolérance qui va mener à des persécutions. L'année 1492 est un tournant absolument majeur. D'abord, c'est la fin de la Reconquista avec la chute de Grenade, le tout dernier royaume musulman d'Espagne. Et c'est aussi l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Cette date, elle marque vraiment la fin du modèle de la convivencia dans la péninsule et le début d'une nouvelle ère où l'unité religieuse devient la norme, souvent au prix de l'exclusion. Alors pour revenir à notre gestion de départ, l'idée essentielle à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas opposer conflit et échange comme deux mondes séparés. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont totalement indissociables. La guerre n'arrête pas le commerce, loin de là, et les idées continuent de circuler même entre ennemis. La Méditerranée médiévale, c'est précisément cet espace où les frontières sont à la fois des lignes de front et des zones de contact. Et cette étude nous laisse finalement avec une question très actuelle. Comment on gère aujourd'hui cette tension permanente entre l'ouverture à l'autre, l'enrichissement par l'échange et la peur du conflit, le repli sur soi, la peur de perdre son identité? Notre monde hyper connecté est traversé par exactement les mêmes questions. L'histoire, vous voyez, ne donne pas de réponse toute faite, mais elle nous donne des clés pour réfléchir et mieux comprendre les enjeux de notre propre époque.